Bonjour à tous, merci d'être là. Là, vous êtes là pour une petite heure pour vous rebooster dans votre inspiration. Enfin, j'espère. Parce que là, moi, je suis dans une période un peu particulière. Peut-être que je suis seule à être dans ce cas-là, ou peut-être qu'on est plusieurs et on va voir ça ensemble. Alors, on va se mettre dans une bulle de création. On va pas parler technique. Donc, s'il y en a qui veulent parler technique, vous pouvez y aller. On va surtout parler, justement de l'inspiration quand elle s'en va, quand elle est là, de voir un petit peu comment dans le passé on a pu, réussir à trouver, justement cette inspiration et avec, des regards vers le futur, on va parler d'IA, on va parler justement de l'humain et essayer de le remettre au centre de tout ça. Alors, qui ne me connaît pas? Levez la main. Je suis pas très connue en fait, mince. Merci. Alors moi, je suis Mathilde Oscar. Je suis artiste photographe. Je tiens au mot artiste parce que pour moi, la photo, c'est mon outil. Et comme vous pouvez le voir à cette image, je vais faire quand même de la photo qui va se rapprocher de la peinture, qui va être un peu entre deux. Et moi, c'est vraiment ce que je recherche parce que moi, je viens du milieu de la peinture et je tiens à garder cette patte. Donc, vous le verrez dans la retouche, mais aussi dans la lumière. On va pas vraiment parler de tout ça aujourd'hui. Donc, si vous êtes venu il y a 2 ans de ça, j'étais venue ici pour en parler un petit peu plus précisément. Mais là, on va surtout parler de cette inspiration qui, moi, m'a manqué ces 2 dernières années. Et je pense qu'il faut qu'on rentre là-dedans, dans cette fragilité, parce qu'on nous demande d'être toujours au top, d'être toujours dans la performance. Et ce que voudrais vous parler aujourd'hui, c'est justement de ça, de parler de nos failles, de parler de ce qui ne va pas. Et justement parce que c'est ça qui nous met la remise en question, qui va nous remettre en route pour créer autrement. Et c'est le thème d'aujourd'hui. Voilà. Alors si ouais, ça va bien marcher. Et là, j'ai ma magnifique modèle qui est là. Je suis ravie. Et comment le chaos du monde, parce que on est d'accord quand même, le monde est en train de changer radicalement. On est dans on va pas parler de politique, etc., mais on le ressent en fait dans notre création, dans notre manière de créer, que justement on peut être blasé. Et pourquoi on peut être blasé? Parce que vraiment, je pense que dans cette saturation d'images qu'on peut avoir aujourd'hui, dans ce monde qui va changer avec l'intelligence artificielle, nous, en tant que photographes, on est mis à rude épreuve sur notre manière de créer et sur notre avenir. Donc, comment ce chaos peut à la fois nous aider dans notre création et en même temps nous étouffer. Et ça, pour moi, ça a été un problème, comme je vous l'ai dit. Donc, comment créer autrement? Ce n'est pas justement fuir cette fragilité, c'est la mettre au centre, parce que ce qui fait de vous des humains créateurs, c'est justement cette fragilité et ce doute. Donc moi, mon style, comme vous l'avez vu, c'est de la photopeinture. J'ai des inspirations qui vont aller de la Renaissance au 19e. Et je vais avoir une très mauvaise culture photo, je l'avoue. Mais moi, c'est vrai que ça va être vraiment ça au cœur de ma création. Et donc, ce travail de pictural, en fait, il y a un moment donné où je me suis retrouvée un petit peu comme si j'étais au bout de ça. Et ça, ces dernières années, c'est ce qui m'a le plus gênée. C'est qu'une fois qu'on a, voilà, on a évacué tout ce qu'on avait justement besoin d'évacuer au niveau de son inconscient, qu'on a travaillé sur des thèmes récurrents, bah, au bout d'un moment, on tourne en rond. Et là, je vais partager avec vous. Donc, si vous voulez participer, je vais vous faire lever les mains, je peux vous passer des micros et on va voir un petit peu comment vous vivez. Alors déjà, est-ce que, pour me sentir moins seule, s'il vous plaît, est-ce que vous aussi, vous connaissez le doute, la remise en question quand ça va pas? Oui. Levez les mains juste pour qu'on voit un petit peu. Voilà, merci, je me sens moins seule. Donc c'est collectif. Et ce qui est collectif, pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, on vit dans un monde saturé d'images. Ça fait longtemps, on est sur les réseaux, on scrolle. D'ailleurs,
Qui est scroller compulsif? Plus haut les mains. Vous likez à tout va? Ouais, c'est le mal du siècle. Donc on like, mais est-ce qu'on aime? Ça, c'est la question. Et donc là, bon, je vous ai mis une petite image saturée d'images avec le même personnage central et autour. Donc ça illustre bien. Et donc chaque jour, on a 3 milliards de photos qui sont sur les réseaux. Donc c'est énorme, c'est pour ça qu'on scrolle. Mais à force, plus rien ne veut rien dire. Tout se ressemble. Bon, j'ai pas réussi à vous trouver mon flux, moi, sur Instagram, parce que ça sera pas celui-ci. Mais qu'est-ce qu'on doit faire, justement, pour sortir de ça? Et je vais vous demander quelque chose, c'est de puiser au fond de vous-même. Qu'est-ce qui vous manque dans les images d'aujourd'hui? Un mot, juste un. Est-ce qu'il y en a un qui veut participer? Ou deux? L'authenticité, oui. L'émotion. La spontanéité, oui, l'instant. Exactement. Donc là, on revient à tout ça. Et on va essayer de voir comment, ensemble, on peut peut-être chercher. Alors moi, je ne suis pas venue en sachant aujourd'hui, je suis venue en cherchant. Et j'espère qu'on va essayer de trouver ensemble, dans tout ce marasme, comment sortir de là. Alors, créer autrement, ce n'est pas produire plus. Ça, c'est très important pour moi. C'est ralentir, oser ralentir. Produire moins, mais mieux. Moi, par exemple, dans ces 2 dernières années, j'ai beaucoup moins produit que d'habitude. Je sais plus quand on avait fait notre dernière séance, mais je crois que ça remonte. Donc ça, c'est autorisez-vous à ne pas être dans cette performance parce que on nous demande toujours plus, d'aller plus loin, d'aller plus vite, de faire, voilà, de poster sur les réseaux. Écoutez-vous, en tout cas, ne produisez pas plus, ralentissez. Évidemment, ce n'est pas copier ce qui marche, c'est oser être différent. Moi, j'essaye un petit peu. Là, vous avez un petit peu cette image qui illustre bien cette thématique. Vous avez reconnu la laitière? La laitière de Vermeer, on va dire un peu plus sensuelle. Donc voilà, c'est ça aussi, être différent, mais en utilisant des choses qui sont connues. Ce n'est pas chercher à plaire à tout le monde, et ça, c'est ce que je préfère. C'est oser plaire à quelques-uns, mais profondément. Et ça, j'y tiens. Même si, voilà, je vais pas parler à tout le monde aujourd'hui, ça, je le sais, parce que moi, je fais partie des extraterrestres de la photo, où ma photo, justement, on se pose souvent la question si c'est une photo ou une peinture. Mais voilà, oser aller hors des sentiers battus, parce que c'est ça qui fera votre différence et qui fera que demain, on va en parler tout à l'heure du photographe de demain, mais c'est ça qui fera que vous allez justement peut-être devenir une star, on ne sait pas. Un petit souci. Alors, qu'est-ce qui va faire que vous allez pouvoir vous sortir en fait de ce doute et de justement de sortir de toute cette masse de photos? C'est votre langage à vous. Alors, c'est quoi votre langage? C'est ce qui va vous parler le plus. Par exemple, là, s'il y a un mot, encore une fois, qui vous vient dans ce que vous faites, pensez à ce que vous faites, vous choisissez un seul mot. Un seul mot, pensez-y dans vos têtes. Et ce mot, en fait, c'est ça qui vous définit. C'est ce qui vous donnera peut-être cet élan créatif. Et alors, moi, mon langage personnel, si j'ai un mot, ça va être pictural. Voilà, je pense que c'est quand on regarde mes photos, c'est ce qui vient. Et je vais vous expliquer un petit peu, on va faire un petit retour vers le passé parce que je vous ai dit comment je créais, je vous ai dit que c'était moi avant. Moi plus tard, je ne sais pas exactement comment ce sera. En tout cas, je vais vous expliquer un petit peu ma façon de faire jusqu'à présent parce que c'est peut-être quelque chose qui peut vous aider dans votre processus créatif. En tout cas, moi, tout part d'une idée, d'une intention, ça c'est la base. Ensuite, souvent, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un mot qui est venu, un seul mot, et à partir de ce mot, soit j'en ai fait en fait justement mon thème, où j'ai été plus loin dedans et j'y ai fait une association d'idées. Donc c'est-à-dire qu'on va vous faire un petit cas pratique pour avoir le fond et la forme. Alors je pars sur cette série-là, je me mets peut-être au milieu à chaque fois. Donc ça c'est la série Dystopia.
dystopia, c'est ce mot qui m'est venu un jour, je ne sais pas pourquoi. C'était en 2019. J'avoue qu'à l'époque, je regardais beaucoup Black Mirror. Je sais pas si vous connaissez. C'est des séries un peu dystopiques. Et donc, c'était pour moi dystopia comme un monde, Fantasia, peu importe. Et ce monde, je me suis dit, tiens, comment on peut le créer, ce monde? Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Et donc, en fait, je fonctionne avec cette association d'idées, c'est-à-dire que pour moi, la dystopie, bon, c'est forcément le contraire de l'utopie, mais c'est le cauchemar. Donc, le cauchemar, qu'est-ce qui est cauchemardesque? Bon, pour moi, je me suis dit, un truc qui va me gêner. Qu'est-ce qui peut être gênant? Des insectes. Euh, on a vu aussi Eloré tout à l'heure dedans. Donc les insectes vont être là au cœur de ce monde et ils vont prendre le dessus sur ce monde, donc ce monde qui s'appelle Dystopia. Donc une série que j'ai fait en 5 chapitres. Je fonctionne souvent comme ça, c'est-à-dire que je vais vraiment prendre cette idée de fond et après je vais la déployer sur plusieurs chapitres. Donc pour avoir ce fond, donc j'ai pensé à tout ça, toute cette association d'idées. Et ensuite, j'ai eu, pour avoir la forme, en fait, je me suis posé aussi la question, donc dystopia, donc ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à une décadence. La décadence, quelle époque pourrait s'y rapprocher? J'ai pensé au 18e. Donc qui dit 18e, dit stylisme qui va avec, la perruque, le côté un petit peu décadent, sensuel, sexy. Et voilà, c'est comme ça qu'en fait, moi, je construis mes images. C'est vraiment sur ces associations qui vont faire entre le fond et la forme. Et c'est très important que les deux soient reliés. Ça fonctionne par strates. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu tout le processus créatif. On va aller assez rapidement quand même dessus parce que là, c'est pas une conférence sur le processus créatif, mais c'est pour vous montrer comment, voilà, à partir de cette idée, de cette intention, vous continuez à aller dans le fond de votre création. Donc moi, je vais commencer, comme je viens du milieu de la peinture, je dessine beaucoup moins qu'avant, mais je vais toujours partir d'un croquis. Vous pouvez voir d'ailleurs que le croquis, par exemple, sur celle-ci, il va être assez différent du résultat final parce que forcément, après, vous êtes dans le réel, vous avez un vrai modèle, vous avez peut-être d'autres idées qui vont venir sur l'instant présent ou vous avez peut-être envie de plus de simplicité. Et là, c'est ce que j'ai voulu. C'est-à-dire que là, j'étais partie sur, voyez, bon, c'était une prêtresse de Dionysos, je voulais une figure de la liberté face à la société, etc. Je voulais un petit peu loin, je voulais parler de l'ivresse. Voyez, donc voilà, je fonctionne par mots, par mots-clés. Et finalement, j'en ai sorti quelque chose qui était peut-être plus simple. Voilà, on est toujours sur une une prêtresse, pardon, de Dionysos, mais voilà, beaucoup plus épurée. Et j'ai fait toute une série comme ça avec ces fruits, donc très pictural encore une fois. Et on va voir un petit peu aussi au niveau des éléments que j'utilise tout à l'heure. Donc ensuite, je vais travailler sur mon mood board. Donc sur mood board, vous allez voir en effet les croquis quand il y en a. Et après, je vais avoir mes inspirations. Donc là, c'est les inspirations du film Dune, qui était vraiment au cœur de mon inspi. Et je vais réfléchir sur en effet les couleurs, les tonalités. Après, pour l'instant, je n'avais toujours pas de modèle en tête. Donc quand j'ai commencé à faire mes dessins, quand j'ai commencé à faire ce mood board, je ne savais pas qui j'allais shooter. Mais j'avais eu envie de ce côté, vous voyez, un petit peu, un peu de tatouage, mais dans le stylisme. Et au final, alors bon, pour le décor, on verra ensuite après parce que je vais y revenir. Et au final, voilà les images une partie des images qui en est sortie. Donc j'ai trouvé une modèle entièrement tatouée. Et alors là, ça collait parfaitement. Donc, je lui ai juste rajouté ce petit corset à même la peau. Et voilà. Et là, on est encore une fois dans une prêtresse. Oui, j'aime bien les prêtresses. Et ça a été, ça a été quelque chose dans des tons chaleureux. Vraiment, je voulais qu'on sente comme dans Dune, ce safran là qui est là, qui est présent, et cette chaleur. Alors moi, je fais tout en studio. C'est très très rare que je sois en extérieur. Et si je suis en extérieur, je shoot toujours au flash. Donc ça, c'est du studio. Bon, après, on va pas rentrer dans la technique non plus par rapport à ça au niveau des lumières, mais en général, j'ai 2 lumières maximum. Celle-ci, j'en avais une derrière pour éclairer le fond. Je vais en avoir une devant sur le côté. Donc, c'est toujours assez succinct et je travaille toujours dans de tout petits espaces. Là, mon studio était minuscule, donc j'ai vraiment très peu d'espace, mais j'ai quand même mon fond qui fait à peu près un peu moins de 4 mètres. Et après, j'avais suspendu donc mes tissus pour avoir cette ambiance-là.
Donc ensuite, j'ai mon décor, la fabrication du décor. Alors encore une fois, ça, c'était moi avant. Maintenant, j'en fais beaucoup moins, mais là, j'avais la possibilité de faire ce décor que j'ai fabriqué à partir donc de polystyrène, de planches de polystyrène et de tasseaux de bois. Donc j'ai intégré une fenêtre dedans. D'ailleurs, toi aussi, tu étais dedans. J'ai intégré une fenêtre et après, au fur et à mesure, j'ai peint ma pièce de différentes couleurs. Et encore une fois, on travaille sur différents chapitres pour donner au final. C'est pour avoir ça. Donc, vous avez une lumière qui vient de côté. Mon intention, c'était de faire des peintures à la Vermeer. Je suis très inspirée de la peinture hollandaise. Et donc, du coup, il y a toujours des refs qui vont être là. Et on va avoir cette lumière qui vient de côté et dans des pièces différentes à chaque fois. Donc là, c'est la série Les Mondes Insensés. C'est une série qui retrace les paradoxes de notre société. Donc là, je vais pas vous reparler de justement toute l'intention qui était derrière, mais on était vraiment encore une fois, sur des phénomènes de société. Donc on va parler de religion, on va parler de comment on voit la beauté, de la technologie, de la nourriture, etc. Bon, après, il faut lire les photos un petit peu plus en détail, mais on n'aura pas le temps aujourd'hui. Je te fais le geste. Là, on est sur la partie retouche. Alors, j'essaye au maximum, quoi qu'on puisse penser, j'essaye de ne pas trop retoucher mes photos. Même si vous, ça vous paraît très retouché. En général, il y a une retouche chromie, évidemment. Je vais en général désaturer mes photos. Je vais un petit peu rajouter de bruit parce que j'aime bien ce petit côté un peu plus vintage. Et là, c'est une des rares séries où j'ai le plus retouché. Donc là, on est sur de la post-prod puisque c'était compliqué de mettre le feu au studio. Par exemple, j'ai quand même construit en fait la structure de départ qui est la cage et ensuite j'y ai rajouté différents éléments. Bon là, on est à peu près sur du 100% vrai sauf l'oiseau. Pour celle-ci, évidemment, comme je voulais un côté très surréaliste, forcément, l'ajout de Photoshop était essentiel. Donc, vous voyez, là, vous avez vu un petit peu tout ce que je fais au niveau du processus. Et après, je vais aussi utiliser beaucoup les références à l'histoire de l'art. Alors, si j'ai des thèmes un petit peu obsessionnels comme ça, comme l'odalisque, où je vais retravailler pour avoir, là, bon, c'était une petite référence. Alors, c'est pas sur la violence faite aux femmes, hein, c'est sur, c'est une petite fessée coquine. Voilà. Mais ça va être des thèmes qui vont revenir chez moi. Et c'est ce qui va aussi faire ma pâte. Et la jeune fille à la perle aussi, voilà. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui vont revenir tout le temps. Et ensuite, je vais avoir une petite astuce. Je vais avoir des éléments qui vont revenir assez régulièrement. Donc là, vous voyez, sur 3 séances différentes, il y a une chose qui revient. Vous voyez ce que c'est? Le fichu sur la tête, voilà. Pourquoi, d'après vous, le fichu sur la tête? Qu'est-ce qu'il va apporter, en fait? Si on l'enlève, qu'est-ce qui se passe? La lumière. Alors oui, ça va apporter de la lumière, en effet, au niveau du dessus de la tête, des cheveux. Mais il y a aussi une autre petite astuce, c'est que moi, je vais travailler souvent le nu. Et en fait, le nu, pour pas. Alors, déjà, je vais évidemment avoir des thématiques autour de la peinture, mais ça va rajouter ce petit côté de pudeur, en fait, qui va. Vous voyez souvent sur les peintures, c'est peut-être les servantes qui vont porter ces fichus-là. Et en fait, ça va redescendre un petit peu au niveau de cette sensualité qui va en émaner. Et ça, moi, ça va être mon petit outil, en fait, pour remettre ça déjà dans un contexte pictural, vraiment de peinture, et en plus pour donner un peu plus de soft à ces images. Ensuite, j'ai souvent le ciel qui va revenir. Donc voilà, donc moi je fais imprimer des grandes photos en fait. Bon, alors, souvent j'utilise des peintures que je vais imprimer en grand format sur du tissu et c'est ce qui va voilà me servir de fond en général parce que comme je vous ai expliqué que je travaille beaucoup en studio, c'est aussi voilà ma petite astuce que je vais avoir assez régulièrement. Mais alors quand on a fait tout ça, là, moi, je me suis retrouvée à me dire, OK, je fais toujours la même chose, je fais des photos qui ressemblent à de la peinture avec toujours les mêmes références. Et au bout d'un moment, on a l'impression de tourner en rond. Et ça, je pense que ça arrive à tout le monde. On se remet en question, on se demande si on doit partir sur autre chose. Mais en même temps, on sait que c'est notre langage. On sait que ça nous appartient. J'ai un problème de micro? Non, c'est bon. Voilà. Et malgré tout, on se dit, OK, là, je suis arrivée à un stade où il faut changer. Mais comment changer? Comment changer sans se trahir?
Alors, ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est que là, moi, j'ai travaillé en collaboration et c'est ce qui m'a permis de justement de changer de regard, de changer peut-être de direction artistique. Suivante. Et voilà, la première. Et là, je vous engage à aller voir parce que c'est actuellement en exposition jusqu'au 30 octobre à la Cité du Cinéma à Saint-Denis. J'ai fait une collaboration avec Fouzia Keshkesh, qui est une autrice productrice qui travaille avec la même matière première que moi. Elle va travailler surtout sur des vidéos. Je ne sais pas si vous connaissez la petite série Amusez-vous, amusez-moi sur Arte, mais c'est une revisite des œuvres d'art qui vont prendre vie. Et comme on a la même matière première, eh bien, on a travaillé ensemble, moi sur la photo. Donc, moi, j'ai réalisé toute la partie photographique, la partie retouche. Et on a travaillé ensemble. Ce qui m'a permis, en fait, d'avoir une autre direction artistique que la mienne. Parce que jusqu'à présent, je gérais tout de A à Z. Et c'est vrai que quand on a une autre direction artistique, ça vous oblige à sortir, en fait, de vos autres zones de confort. Et c'est ce qui va vous permettre de, justement, aussi de créer autrement et peut-être vous ouvrir des ponts sur autre chose. Et surtout la collaboration que j'ai faite dernièrement, puisqu'elle remonte à seulement quelques mois, c'est donc les Saisons amoureuses que j'ai travaillé en duo avec Harold Herman. Alors Harold, c'est un photographe avec qui on est amis et on a aussi la même façon de créer, la même façon d'avoir, les mêmes rêves. On a aussi le même langage, même si on a nos différences. Et le but de cette collaboration, c'était peut-être de créer autrement. Alors, je ne sais pas si justement sur ces images qui sont là, est-ce que vous allez reconnaître, par exemple, les images que vous avez vues avant, ou est-ce que vous trouvez ça différent? C'est pas la même lumière. Alors, la lumière ne change pas des masses, mais c'est vrai que de travailler à deux photographes, on va forcément ramener les choses de l'autre, en fait, aussi pour soi. Et là, la difficulté aussi de travailler avec deux photographes, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec quelqu'un d'autre, voilà, pas en direction artistique, mais vraiment avoir deux photographes ensemble, c'est particulier parce que vous allez devoir justement, alors soit faire des concessions ou pas en faire si vous avez de la chance. Avec Harold, on a eu la chance de pas trop en faire, d'être toujours d'accord sur ce qu'on voulait faire. Et ce qu'on a surtout cherché à faire, c'était une histoire d'amour racontée en images. Et je vais vous expliquer un petit peu comment on a travaillé cette histoire. On a voulu changer, quitte à le faire ensemble. On a voulu travailler sur d'autres supports, d'autres manières de faire. Et c'est là aussi que créer autrement, ça vous oblige en fait à sortir de cette zone de confort encore une fois. Donc là, je vais juste vous montrer quelques photos qui ont été faites. Alors celle-ci, on va rester là-dessus. Pour vous expliquer un petit peu cette série, donc on est sur une histoire d'amour. On a travaillé tout en diptyque. Hop, je vais vous mettre ça comme ça. Je veux faire l'assistant. Alors l'idée, voilà, merci Roland. C'est de travailler donc sur une histoire d'amour en deux temps, avec un début, avec une fin, en tout cas une évolution. Cette narration va se faire toujours en deux fois, en deux images. Et on s'est dit comment on allait recréer ces diptyques. Alors, on a une façon de faire, c'est-à-dire qu'on a créé vraiment des photos qu'on met en face à face. Donc ça, c'est une chose pour l'exposition. Et après, on a trouvé assez rapidement, même voire de suite, cette idée de tirage lenticulaire. Alors, le tirage lenticulaire, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Ça vous rappelle quelque chose, j'imagine. Ça vous rappelle les petites photos qu'on avait quand on était petit, on le trouvait dans les paquets de lessive, sur les paquets de céréales. Et là, ça revient un petit peu. Alors, c'est le laboratoire Picto qui nous a fait ce tirage. Donc, on va en avoir plusieurs pendant l'exposition. D'ailleurs, si vous voulez venir à l'exposition, ce sera au Salon Moderne Art Fair qui se passe entre le 23 et le 26 octobre. Je dis pas de bêtises. Si vous avez envie d'invitation, vous venez me voir à la fin. Je vous en donnerai. Et là, vous pourrez voir l'exposition qui sera encore un peu plus particulière et je vais vous en parler. Donc, ce tirage, si vous vous placez, mais là, vous pouvez pas trop bouger, en fonction, je sais pas ce que vous voyez, hein, en fonction de comment vous allez vous déplacer, vous, devant le tableau, vous allez voir une image plutôt que l'autre. Après, ça dépend de la lumière. Là, je ne sais pas du tout au niveau des spots ce que ça peut donner. Est-ce que vous avez des reflets dedans? Non, c'est bien? Ça dépend d'où vous êtes, ouais. Voilà. Donc, est-ce que vous avez tous vu Photo. les deux photos? Les deux pans? Ok. Voilà, merci Roland. Donc ça, ces deux photos, c'est ces deux-là.
Alors, on avait le choix de faire certaines photos en tirage lenticulaire et d'autres juste en tirage classique. Le tirage lenticulaire, je vais vous expliquer aussi, il a quelques petites contraintes et c'est aussi ça qui nous a obligés à créer autrement, à revoir notre façon de faire et notre façon de gérer notre direction artistique. C'est que il va... Alors, je vais vous expliquer ensuite, peut-être c'est sur encore la prochaine. Donc là, vous avez voilà 2 autres images qui font partie de l'exposition. Là, voilà, ça, c'est une première pré-exposition qu'on a faite, il y a quelques jours. C'était la semaine dernière. Et alors là, on rentre dans le cœur du sujet, c'est-à-dire que pour créer autrement, nous, on n'a pas voulu s'arrêter à la photo. On a voulu créer quelque chose vraiment comme une expérience avec une exposition immersive. Alors, l'idée, c'était de mêler nos sens à cette exposition pour qu'on puisse vraiment la vivre. Parce que on a parlé tout à l'heure d'authenticité, on a parlé d'émotion. Et ce qu'on a besoin maintenant, c'est plus de passer juste devant des images. On a aussi besoin de ressentir. Et donc, on est parti sur une exposition où on aurait donc 3 de nos sens en éveil. Donc, on est sur du sonore, du visuel évidemment et de l'olfactif. Donc, on s'est entouré d'un sound designer qui a créé en fait des petites musiques en fait qui accompagnent chaque diptyque. On va avoir un parfumeur qui s'appelle Liquide Imaginaire et qui va... Alors, j'ai apporté juste comme ça, mais vous ne verrez pas de loin mes petites mouillettes. Voilà, on a donc ce parfumeur qui associe chaque parfum à chaque diptyque et on a sorti aux effigies des photos, les petites mouillettes qu'on peut parfumer. Donc le spectateur, en fait, il va se retrouver avec un casque audio à l'exposition. Il va pouvoir passer devant, scanner le QR code, tomber en effet sur le son qui est associé et sentir, etc. Ce qui va faire qu'il va passer beaucoup plus de temps sur les photos et sur l'exposition. Et ça, c'était important pour nous, parce qu'on voulait ralentir. J'en ai parlé tout à l'heure. Et c'est une autre façon, en fait, de vivre une exposition. Et on l'a testé. Et c'est vrai que les gens sont restés beaucoup plus longtemps. Et ça nous a permis vraiment de découvrir que finalement, la photo, ça ne s'arrête pas juste au visuel. C'est aussi tous nos sens qui sont en éveil. Et je vais en venir ensuite, voilà, comment se crée le tirage lenticulaire. Donc ça, je vais poser ça. Donc le tirage lenticulaire que vous avez là, juste pour vous parler un petit peu de technique parce que je sens que vous aimez ça. Là, vous voyez en fait l'idée de départ qu'on avait. Donc ça, c'est une des photos de la série. L'idée de départ, c'était que juste on ait 2 photos en une. Mais en fait, ça, c'était le côté simple. Sauf que quand on l'a expérimenté, donc ça a été un peu un laboratoire, on s'est rendu compte que la technique du lenticulaire faisait qu'on ne pouvait pas forcément avoir cette fluidité. Qu'on pouvait aussi avoir des images un peu fantômes. Je sais pas si vous les voyez d'où vous êtes. Des fois, on voyait un petit peu l'autre photo, en fait, qui était légèrement, un peu comme ce qu'on peut avoir ici. Voilà. Parce que l'idée, c'est ça, c'est des bandes, en fait. Les 2 tirages sont coupés en bandes, en fines bandes. Plus les bandes vont être fines, plus vous allez avoir une résolution importante. Et donc là, au début, quand on a fait nos premiers tirages, on s'est rendu compte que ça n'allait pas du tout, que c'était pas assez fin, que c'était trop rapide. On n'arrivait pas à voir forcément les 2 images bien l'une après l'autre. Et le tirage lenticulaire, voilà, c'est un tissage entre ces bandes, donc qui vont être entrelacées. Et ensuite, par-dessus, on va mettre un film de lentilles. Donc, on va travailler en LPI. Donc, alors, je vous ai fait un petit schéma là rapide. Donc, en fait, chaque lentille va être sur une bande. Et plus les bandes sont fines, plus les lentilles seront petites et plus vous allez avoir une haute résolution. Donc, ça fonctionne comme ça, le tirage lenticulaire. Si vous êtes intéressé par ce système, le laboratoire Picto le fait très bien. Et par contre, je vous conseille quand même d'aller les voir et de discuter avec eux parce qu'on peut se retrouver justement avec des résultats qu'on n'avait pas décidés. Donc ça, c'est pour pour l'autre façon de créer. Moi, j'ai commencé comme ça en collaborant et ça m'a permis en fait de retrouver un petit peu d'inspiration, de faire les choses avec un autre regard et peut-être de me dire que j'allais partir même sur d'autres thématiques après. Donc ça, c'est une façon. Et maintenant, on va aussi parler de ce qui va peut-être fâcher ou pas, l'IA et comment sera le photographe de 2030. Parce qu'on se pose la question maintenant de savoir, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour justement se démarquer.
Et on va en venir là. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand elle est arrivée, l'IA, elle est arrivée en 2022, il me semble, et elle est arrivée vraiment en masse. Et ça a vraiment fait peur aux photographes. On s'est dit tout de suite, ben voilà, ça c'est y est, l'IA arrive. Bon, même si au début, il y avait des petits problèmes de main, des petits problèmes un petit peu partout. Maintenant, on trouve des choses quand même en IA qui sont vraiment très, très réalistes et des fois, on s'y méprend. On fera un petit jeu ensemble pour voir si vous avez l'œil. Donc quand c'est arrivé, on s'est dit que c'était dangereux et donc on a eu la même chose si on regarde un peu dans le passé au 19e quand la photographie est arrivée au milieu de la peinture. La peinture donc a eu pareil, exactement la même peur que nous, c'est-à-dire de se dire bon voilà, ça y est, c'est la fin de la peinture. Et c'est là que les peintres se sont réinventés. C'est là qu'on voit les impressionnistes qui ont changé leur façon de faire, par exemple. Ils ont commencé à sortir en extérieur. Ils se sont dit qu'ils allaient faire autre chose puisque la photographie crée le réel. Ils se sont dit qu'ils allaient créer le réel autrement. Et c'est là qu'on a commencé à faire ces fameux coups de pinceau visibles, de reproduire avec des illusions d'optique. Ils ont commencé à peindre avec de la peinture en tube, etc. Bon, je vais pas vous faire un cours d'histoire de l'art, mais les impressionnistes sont, si vous en voulez, voilà, c'est un exemple. Mais on peut faire aussi le même parallèle avec l'industrialisation quand l'artisanat, les artisans à l'époque étaient donc avant d'avoir cette industrialisation qui arrive. Maintenant, les artisans d'aujourd'hui sont des artisans d'art et leurs produits sont un luxe. Et en fait, c'est ça qu'on va voir maintenant, c'est qu'on est exactement dans la même mutation. C'est que ce qu'on va demander aux photographes de demain, c'est vraiment justement le fait main. Et votre appareil photo, Nikon, est le prolongement de votre main. Et l'humain sera essentiel et l'humain sera un luxe. Est-ce qu'elle marche? Elle marche ou pas? Oui, elle marche. Bon, bah écoute, c'est même doigts qui marchent pas, ça doit être ça. Alors, l'IA, on l'a vu, on a pensé que c'était un danger. Par contre, moi, pour tout vous dire, pardon, j'ai bégayé, je l'utilise de temps en temps, en tout cas pour la préparation de shooting, comme là. Alors, je vous ai montré que je vous faisais des dessins, mais si vous n'avez pas le temps, ou si vous ne savez pas dessiner, ou si vous avez envie, voilà, d'aller plus vite ou d'avoir peut-être d'autres idées, vous pouvez aussi utiliser l'IA en fait pour vous servir de brief, pour vous servir de mood board. Là, par exemple, je vous ai mis un exemple. Ça, c'est une des photos qui ont été faites justement avec le projet avec Harold Herman quand on a fait en duo. Et j'ai fait un petit test sur ChatGPT en lui mettant mon brief. Donc, je lui ai décrit la photo que j'avais envie. Et donc, il m'a fait son petit croquis. Donc, vous voyez que ça peut aider, en effet, peut-être à créer différemment et peut-être vous apporter des idées finalement que vous n'aviez pas eues forcément de la même façon. Donc, ça, c'est une possibilité. Mais attention, vous restez le maître. Hop, ça a marché. C'est toi. Alors, par contre, l'IA, moi, va me servir pour créer des fonds. On l'a vu sur cette séance photo-là. D'habitude, j'utilisais des peintures. On l'a vu, je ne sais pas si vous vous souvenez des premières photos avec les insectes. J'avais des fonds où je prenais des peintures de Fragonard. En tout cas, dans cet exemple-là, c'était Fragonard. J'avais enlevé les personnages sur Photoshop. J'avais fait imprimer mon fond en grand format et je l'avais utilisé. Là, maintenant qu'on a l'IA, on peut s'en servir aussi pour créer des fonds. Vous faites ça sur ChatGPT, c'est gratuit et ça vous permet après. Alors là, la difficulté, c'est peut-être de l'imprimer avec une définition assez élevée, mais comme c'est un fond, vous n'avez pas non plus besoin d'une haute def. Donc voilà, ça peut vous aider. Vous voyez, même si le fond, bon, sur cette photo-là, on va pas le voir beaucoup, mais ça va quand même être une base. Alors, petit jeu. Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'IA dans ces photos et dans lesquelles? Alors, est-ce que celle de gauche, il y a de l'IA? Qui dit oui? On va faire à main levée, ça sera plus facile. 2, 3, 4. Dans celle-là, hein? Il n'y a aucune IA. Là, on est sur la retouche ultra basique. Il n'y a rien qui a été rajouté. Tout est pendant le shooting à la prise de vue. Et on a juste une retouche chromie, une touche peau, etc. Sur celle du centre, qui dit IA?
Un peu plus. Non, toujours pas d'IA. Là, vous avez la même photo avec le même shooting. Par contre, on a de la post-prod Photoshop, mais à la main. Et sur celle de droite, il y a Obaya. Ah, vous êtes plus timide là-dessus, hein. Il y a un petit peu d'IA. En fait, ces 2 photos, je les ai fait à peu près en même temps. Et là, justement, je me suis dit: «Je vais un petit peu recycler mon travail. Je vais utiliser une des photos» et en fait, j'ai juste rajouté le bijou qui est en au-dessus. C'est tout. Mais c'est de l'IA qui est faite avec, l'IA générative de Photoshop et j'essaye justement de le faire vraiment, par petites touches. Et là, un autre petit jeu. Est-ce que alors, je vous le dis tout de suite, c'est des vraies photos, mais qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? Sur celle-ci, qu'est-ce qui est faux? Il y a que le ciel. Il y a que le ciel. Le fait, le ciel était plutôt, normal. J'avais envie d'un ciel chargé. Et sinon, c'est du vrai, c'est chez moi ça. Moi, j'habite, à côté de Cannes. Celle-ci, donc ça a été fait en studio et l'IA va me servir en fait au niveau du sol, parce que j'ai un sol assez basique et je lui avais juste mis un manche à balai dans la main. Voilà. Donc ça va vous aider sur des petites choses. L'idée, enfin moi personnellement, je vais essayer de faire en sorte que ça ne soit pas trop. Je vais juste enfin ça va être là pour vraiment ponctuer certaines choses que je ne peux pas faire dans la réalité. Alors, ça y est, là c'est le vrai jeu. On va commencer facile. Est-ce que c'est de l'IA? Vous levez la main, essayez de lever la main haut ou pas, pour savoir. Alors, qu'est-ce qui vous dit que c'est de l'IA? Les cheveux? Les yeux? La bouche? Pourquoi? Parce que alors tout est lisse, mais en photo, on peut aussi très bien retoucher, très, très lisse. Ce modèle a vraiment circulé sur internet. Ah bon? Parce que c'est moi qui l'ai créé avec Grok. En fait, c'est ça le problème de l'IA et c'est là où je veux en venir, c'est que l'IA, en fait, va tout lisser, va tout uniformiser et pas juste lisser le grain de peau. Il va, en fait, créer des visages qui sont totalement symétriques et malheureusement, le problème, c'est que les filles d'aujourd'hui, elles veulent aller chez le chirurgien esthétique pour faire exactement la même chose. Bon, bref, ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, voilà, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une uniformisation, en fait, des modèles et c'est pas ce qu'on a envie. Et on va aussi voir une petite polémique plus tard. Alors ça, c'était facile. On le voit au niveau des cheveux aussi, vous voyez, on dirait presque de l'aérographe. Mais je l'ai créé très vite fait sur Grok. Je sais pas si vous connaissez, c'est un peu comme ChatGPT. Mais c'était pour tester et j'ai pas du tout poussé. C'est-à-dire que l'IA, vous pouvez le pousser et plus vous le poussez et plus vous allez avoir un rendu vraiment naturel. Et c'est là que c'est dangereux. Celle-ci, IA, qui dit IA ou pas IA? Qui dit IA? On va faire le main levée pour l'IA. Ah, vous n'en avez pas beaucoup. Ok. Pourquoi c'est de l'IA? Qu'est-ce qui vous fait dire? Ouais, même si on peut rajouter du grain aussi en photo, ou on peut shooter aussi en argentique ou peu importe. Mais c'est de l'IA. Ouais, c'est une pub pour Mango. Et là, ça vous dit, ah, là, ça devient compliqué là, parce que là, on voit pas trop la différence. Prochaine. Qui dit que c'est de l'IA? Peut-être pas beaucoup? C'est pas de l'IA. Mais peut-être que vous connaissez l'artiste. C'est Jamie Wood et c'est une vraie photographe. Voilà. C'est juste elle fait un travail très léché. Mais on peut voir que c'est pas de l'IA parce qu'au niveau du visage, justement, on n'est pas dans ces fameux standards très symétriques. Donc c'est ça qui va faire la différence. Même si je suis sûre que l'IA peut le créer aussi. Les bulles, elle travaille beaucoup avec des props qu'elle fabrique elle-même ou qu'elle laisse suspendre, donc pour moi, c'est du vrai, hein. Celle-ci, IA? Personne. Eh ben, ça ressemble à une vraie photo, mais c'est de l'IA et c'est moi qui l'ai générée sur Grok, encore une fois et j'ai fait un brief très basique, je l'ai pas poussé donc
vraiment là, je sais pas si vous arrivez à voir vraiment où ça peut être de l'IA, mais si je la pousse encore, enfin, la frontière est mince. IA ou pas IA? Non, c'est pas d'IA. C'est très lissé encore et c'est du vrai. C'est un ami photographe qui s'appelle Patrick Bosque qui a fait cette photo. Bon là, on est sur de la photo. En effet, elle est retouchée, mais il y a quand même tout est vrai, c'est-à-dire tout son décor est vrai. Et ça, c'est la dernière. IA, IA. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Et ben ça, c'est de l'IA. Et ça, c'est ce qui a fait polémique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler dans le magazine Vogue. Donc, il y a eu toute une campagne de pub pour Guess qui a été faite. Donc, ça, c'est une modèle qui est complètement virtuelle, qui a été créée par une entreprise qui s'appelle Serafini Valora. Cette entreprise, en fait, elle est spécialisée justement dans l'éditorial, dans l'intelligence artificielle éditoriale pour la publicité. Et donc là, c'est la première fois où Vogue publiait ce genre de pub. Et ça a fait évidemment polémique puisque ce n'est pas une vraie mannequin et ça remet en cause en fait toute la chaîne de création. On va avoir évidemment plus besoin de modèles, plus besoin de maquilleurs, de coiffeurs, etc. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils shootent ce que ce soit les accessoires en effet ou les vêtements et ensuite ils les mettent sur des mannequins virtuels. Et en plus, ils vont vous présenter le mannequin comme voilà, on vous présente Vivienne. Vivienne va faire partie de vos prochaines campagnes de publicité. Et ça, voilà, on rentre dans dans ce cœur du problème. Mais pourquoi là, en ce moment, on en parle? C'est parce que c'est nouveau. Alors, c'est nouveau, ça commence à faire maintenant un petit peu, mais on est en pleine transition. Et c'est cette transition qui est inconfortable. Mais ce qui va se passer, et pour moi, en tout cas, je pense pas que ce soit un danger. Je pense qu'en fait, on va aller chercher ailleurs. Une prochaine. Alors, pour vous, le photographe, alors moi je l'ai appelé le photographe de 2030 parce que c'est dans pas très longtemps, mais finalement ça va vite, hein, tout va très vite. Pour moi, ce qui va disparaître évidemment, et ça c'est pas que dans la photo, c'est tout ce qui est exécutant. C'est-à-dire l'IA fera plus vite, mieux, beaucoup moins cher. Et ça, les publicitaires l'ont déjà compris et font déjà appel à l'IA pour ça, pour cette raison. Mais le problème, c'est que ce qui va rester, c'est le DA. C'est la direction artistique, c'est le dirigeant créateur. Parce que justement, on va vous demander aussi de mettre en scène, et ça, il y aura toujours besoin d'humains pour faire ça, mais il faudra aller plus loin là-dedans. Et le truc le plus important pour moi, ça va être surtout le storytelling. C'est-à-dire que ce qui va surtout payer plus tard, c'est qu'on va voir comment sont faites les images. Et ça, c'est important parce que les gens vont vouloir voir. Alors là, vous avez une petite photo de notre directeur marketing, Nicolas Gillet. Voilà, pendant le shooting de justement des saisons amoureuses, où justement, là, vous voyez un petit peu l'envers du décor. Mais c'est ça qui va compter. Donc vraiment, filmez vos shootings, prenez des photos, des making-of, parce que c'est ça qui va faire votre différence. C'est ça qui va faire que ça a un prix, ça a un coût. Et pour finir, l'avantage humain, c'est l'aura. Les publicités de demain, on sera très heureux de dire ça a été shooté par un tel. Parce que justement, ça sera l'aura du photographe qui va être mise en avant. Et ça, c'est primordial. Et ce qu'on croit actuellement, c'est que l'IA est en train de tuer des métiers et le métier de la photo. Mais en fait, il est en train de faire tout le contraire. Et il est en train de remettre l'humain au cœur, en fait, au centre de justement de cette création. Et l'humain va se retrouver à sa place centrale et ça coûtera cher. Voilà. Mais l'exécutant disparaîtra. Donc, créer autrement. En effet, je vous ai parlé de doute tout à l'heure parce que pour moi, c'est ce qui a permis aussi peut-être justement de changer un petit peu la donne, de se dire OK, on peut plus faire comme ce qu'on faisait avant, mais finalement, malgré ce doute, malgré ces remises en question, se dire qu'on a quand même un langage, on a une façon de faire, qu'il faut justement s'écouter, il faut respecter notre patte. Savoir que vos petites obsessions, moi je vous ai parlé de mes petites obsessions de fichus sur la tête, mais vous avez tous des petites obsessions qui vont faire que ça va être votre différence, ça va être vous. Donc
jouez vraiment sur cette différence. Ralentissez dans ce monde qui est accéléré. Où vous allez en effet, on a vu, on a 1 milliard d'images que l'on voit. Donc ralentissez, peut-être produisez moins, réfléchissez plus longtemps, essayez de fabriquer vos décors, essayez de faire du fait main le maximum. Collaborer dans un monde divisé, parce que c'est vrai, on est dans un monde quand même qui est chacun pour soi. Et le fait de collaborer, ça va vous ouvrir des portes, ça va vous changer votre façon de faire. Moi, c'est ce que j'ai fait avec Harold, par exemple. Et ça m'a permis justement de voir les choses autrement. Et surtout, ressentir dans un monde, en fait, où vous avez des stimuli de partout. Là, aujourd'hui, on est dans le salon de la photo. Il y en a partout des stimuli. Vous allez passer de cette conf à une autre. Vous allez voir les expositions, etc. Mais essayez de vous poser. Essayez vraiment de ressentir les choses et de ralentir. Voilà. Et la petite dernière, merci beaucoup. Si vous avez, alors là, j'ai fait une petite IA. Pouvez-vous détendre? Ça, c'était une photo qui a été réalisée d'ailleurs sur un petit workshop Nikon. Et voilà, donc si vous avez des questions, je crois qu'on peut surtout t'applaudir déjà. Félicitations. Merci. Une grande conférence. Merci bien. Merci. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit pour les invitations, vous pouvez m'envoyer un petit message aussi sur Instagram. Je vous enverrai les invites pour l'exposition au Modern Art Fair, si ça vous intéresse. Et maintenant, si vous avez des questions. Allez, 2-3 questions, il nous reste 2-3 minutes. Oui. Bonjour. Moi, je découvre votre travail aujourd'hui qui est absolument sublime. Merci beaucoup. Et je me demandais, du coup, quelle est votre façon de vous rémunérer avec ce travail? Est-ce que c'est du travail qui est fait sur commande, que vous vendez après coup? Comment est-ce que Alors, ça se passe? j'ai les deux. Je fais moins de commandes que ce que je voudrais. Mais je travaille beaucoup justement pour moi en exposition. Je vends du tirage et c'est vraiment ce que je fais le plus. Et après, je vais avoir des collaborations. On l'a vu tout à l'heure avec Je suis une œuvre d'art. Voilà, ça c'est le genre de commande que je peux avoir et ça va être toujours dans ma vibration en fait. Si vous voulez, les gens viennent me voir pour ce que je fais et après c'est carte blanche la plupart du temps et c'est toujours dans mon univers. Mais la plupart de mon travail, c'est par rapport à mes expositions et donc je suis artiste plus que prestataire. Voilà, j'ai fait des photos pour les particuliers. J'ai essayé d'un petit peu mettre mon univers dedans, mais ça me parlait moins. Je préfère avoir mes modèles, être 100% libre, pouvoir les choisir. Voilà, je fonctionne comme ça. Bonjour. Bonjour. J'avais une question, mais technique, sur la partie d'une. Oui. Où est-ce que vous avez placé l'éclairage? Quel diffuseur vous utilisiez? Et est-ce qu'il y a eu des problèmes avec le rideau? Oui, il y a en effet, il y a eu des ombres qui se sont créées avec les tissus tendus. Alors j'avais une lumière derrière pour éclairer le fond, donc j'avais placé un flash en fait au sol, juste pour éclairer vraiment très très bas. Et après j'avais un bol beauté pour illuminer son visage avec un nid d'abeille. Et là pour le coup, alors oui, je vous ai dit 2 lumières tout à l'heure, mais celle-ci exceptionnellement j'en avais 3. J'avais une grande boîte à lumière. Oui, je cache des petites choses. J'avais une grande boîte à lumière aussi sur le côté pour déboucher les ombres aussi. Mais là, la lumière principale venait en effet du bol beauté et surtout la lumière de derrière. Et ça a créé. J'utilise souvent cette petite astuce. C'est la machine à fumer. Ça vous permet d'avoir une lumière qui est beaucoup plus vaporeuse et d'avoir ce côté justement un peu peinture. Alors, les rideaux, non, ils étaient... En fait, je les avais suspendus sur des fils comme du linge qui tend. Et il y en avait 2 qui étaient derrière, donc ils n'étaient pas impactés par l'éclairage. Et ceux qui étaient sur les côtés pouvaient l'être parce que comme j'avais mis du vent, si justement le tissu venait un peu de vent, donc il fallait vraiment que je gère ma lumière un petit peu au coup par coup. Mais sinon, c'est une lumière assez diffuse et la grande boîte à lumière, en général, c'est ce que j'ai. J'utilise soit un grand parapluie avec un diffuseur par-dessus et parfois, c'est ma seule source de lumière. Il fait 1m20, je crois, 1m50. 1m50. Bonjour, félicitations encore. Merci. À quel point vous craignez l'IA sur votre travail ou comme par exemple, demain, quelqu'un prend une photo et génère moi, entre guillemets, un filtre Mathilde Oscar? Ah, ça c'est une très bonne question.
Je me suis pas posé la question. Écoutez, je pense que c'est le danger. De toute façon, quand vous êtes en exposition et quand vous êtes un artiste public, vous allez avoir des gens qui vont vous prendre en photo de toute façon, va prendre en photo vos photos. Et vous savez pas, après, vous maîtrisez plus. Et malheureusement, ça ne vous appartient déjà plus. Après, vous avez le droit d'auteur. Et justement, là, c'est la difficulté de l'IA, c'est de savoir à quel niveau le droit d'auteur peut être respecté. Et ça fait partie des grosses polémiques, puisqu'il y a eu des cas, des photographes qui ont eu ce genre de problème, parce que les photos ont été utilisées, etc. En général, l'IA change beaucoup de choses quand même dessus et va juste garder quelques éléments. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, je crois qu'on n'a pas vraiment de réponse à ça. Enfin, en tout cas, moi, je les ai pas. Mais c'est vrai que ça mériterait de se pencher là-dessus. S'il y a des avocats parmi vous. Je vous propose de la remercier, de l'applaudir très fort parce que l'heure elle tourne. Merci à vous.